Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais là, j'ai l'impression que le début des années 2000, ça connaît une sorte de revival, tu sais, une forme de nostalgie de cette époque révolue. Avec la Starac, les crop top Rose Fuchsia, Malcolm, les sons Eurodance. Après les années 80 puis 90, c'est au tour du début du siècle de connaître cette vague de nostalgie. Comme si tout allait bien à l'époque dans ce tournant du 3e millénaire qui symbolisait l'avènement du futur. Et en fait, on comprend assez vite que plus on vit dans une période compliquée comme aujourd'hui, avec l'accumulation des crises, plus on va avoir tendance à créer des phénomènes de compensation qui vont s'exprimer à travers de la nostalgie. Et c'est précisément ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va gratter à la surface de ces années pour découvrir qu'elles déterminent bien plus qu'on ne le pense la période qu'on vit aujourd'hui, et ça notamment à travers une figure, celle de Nicolas Sarkozy. Plongeons donc ensemble dans les années 2000. Déjà, parlons de 98, qui avait une odeur particulière quand même. Je veux dire, la France gagne la Coupe du Monde de football chez elle. C'est la fête aux Champs-Élysées. Zidane représente la France avec Deschamps et Thuram. C'est la France black, blanc, beurre qui danse la samba. L'image qu'on a en tête de cette période, c'est précisément celle-là, une période de grand apaisement, de réconciliation sur toute la France. Un souvenir qui contraste avec notre période actuelle. Et en vrai, c'est pas complètement fantasmé. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période? En 1995, c'est Jacques Chirac qui est élu président de la République. Et il va très vite s'atteler à reconnaître les fautes de l'État français dans l'histoire. Il va faire un discours sur la rafle du Veldiv et la responsabilité de la police française dans la déportation des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Un mouvement qui est suivi par le gouvernement de l'époque, qui est censé être opposé à Jacques Chirac avec Lionel Jospin. Et lui, il met notamment en place la loi Taubira de 2001 qui reconnaît la traite des êtres humains et de l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ou bien il y a cette loi qui instaure le Pax en 1999, donc un lien juridique de couple que peuvent mettre en place tous les couples, qu'ils soient couples homosexuels ou hétérosexuels. Voilà, c'est une première. C'est les lois contre la discrimination homme-femme aussi, ou sur la création du congé paternité en 2001. Niveau droit du travail, cette époque, c'est aussi celle des 35 heures, une loi phare, limite un symbole. Et puis c'est la nouveauté technologique qui continue de se démocratiser avec les ordinateurs, avec Encarta, les forums, MSN, tout ce qui nous laisse entrevoir un monde où on se parle tous et où on se comprend. Et c'est aussi le début de la fièvre des pages personnelles avec les MySpace et puis les Skyblogs, une parole libérée, une nouvelle contre-culture qui fait apparaître la caractéristique principale de ces pionniers, le détournement et la critique sous-jacente. Un espoir de paix, de progrès, de rentrer dans le futur. Et puis nous au Canard, c'est cette période-là qui est notre enfance, donc c'est vrai qu'on a tendance un peu à l'idéaliser. Et pourtant, malgré tout ça, cette époque est aussi teintée par le recul social. Prenons un exemple qu'on a déjà pris et qui paraît positif, c'est les 35 heures. Eh bien, la loi, elle a bien fait passer la durée légale du travail à 35 heures, mais cela n'a eu d'effet général que sur le déclenchement du paiement des heures supplémentaires. En plus, la loi sur les 35 heures ouvrait la possibilité dans chaque entreprise, dans chaque établissement, de conclure des accords inférieurs à la loi et aux conventions collectives, remettant donc en cause toute une partie des avancées que les travailleurs avaient pu obtenir dans le passé. Les négociations entre les travailleurs et les patrons se sont faites donc de manière complètement isolée, décentralisée, avec des syndicats plus ou moins soumis ou muselés, et donc ça aboutit à exclure les temps de pause, par exemple du temps de travail, à généraliser le travail de nuit et à geler une grande partie des salaires. Et ce recul-là a eu lieu dans de nombreux domaines. Hors des urnes, par exemple, on va voir un mouvement altermondialiste se structurer avec le premier sommet à Porto Alegre en 2001. Ce mouvement fait la critique des politiques de Reagan aux États-Unis, de Thatcher au Royaume-Uni et de Mitterrand dès 83 avec le tournant de la rigueur. Ils utilisent des termes un peu fourre-tout comme néolibéralisme ou mondialisme. D'un côté, c'est une contestation, de l'autre, c'est une forme d'abandon de logique et de l'histoire militante qui avait existé auparavant. C'est une plongée dans un certain oubli et dans un recul des luttes. Ce mondialisme dénoncé par les altermondialismes en réalité,
l'idée n'a rien de neuf. Au 19e siècle, quand le textile industriel détruit la production artisanale et s'exporte à l'étranger, on est déjà là-dedans. Et même avant, avec la traite des esclaves, c'est une horreur inhumaine, mais c'est organisé sous une forme de mondialisation. En fait, l'altermondialisme abandonne peu à peu la critique radicale de la logique capitaliste parce que la lutte a été abandonnée dans les décennies précédentes. Les syndicats sont moribonds et la résistance politique ouvrière a été cassée. Cette contestation, elle conduit à des résultats électoraux. Dans la présidentielle de 2002, on a des scores de plus de 5% pour les partis comme Les Verts, qui étaient bien plus radicales à l'époque, ou encore Lutte ouvrière. Les partis au pouvoir en France ont subi une douche froide en 2002 avec l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen. En 2005, c'est rebelote, la classe politique dans sa quasi-intégralité subit un revers électoral massif et historique avec le rejet du traité constitutionnel européen par référendum. Les discours des partis traditionnels et des médias vont acter la percée du Front National puisqu'ils vont appuyer et répéter ce que dit Jean-Marie Le Pen avec de la tolérance zéro et de la fermeté à tous les étages. L'omniprésence du thème de l'insécurité va inviter les électeurs à se détourner des partis qui semblent au mieux être des copies, au pire être des hypocrites par rapport au FN. D'ailleurs, ce n'est pas la première percée de ce parti dans les classes populaires, puisque les déçus du mitterrandisme, de sa politique libérale et de ses trahisons sociales vont commencer à lui donner des scores importants dès 83. Et la loi aussi de la proportionnelle qui a permis d'augmenter le RN pour faire baisser la droite traditionnelle, enfin ça c'était les calculs de Mitterrand pour rester au pouvoir. Et oui, parce que tout comme la percée du RN, en réalité à l'époque, tous ces phénomènes étaient déjà en germe. Et pour comprendre ça, il faut remonter dans le temps, encore plus loin que ce qu'on a déjà fait jusque-là. En 1973, on a la première grande crise pétrolière qui met fin à ce qu'on appelle les 30 glorieuses, qui sont des années de grand développement capitaliste du pays du fait de la reconstruction après la guerre. Le choc pétrolier, c'est dû à quelques trusts qui s'occupent du pétrole et qui voient la fin de la reconstruction comme une immense perte de marché et donc de taux de profit. Et donc pour augmenter leurs marges, ils augmentent les prix et les gens ils continuent d'acheter du pétrole tout simplement parce que tout à l'époque était sur le pétrole, que ce soit l'industrie, le transport, tout le monde en avait besoin, donc tout le monde continue d'en acheter, même si les prix augmentent. Les prix augmentaient, genre en France, parfois de 20%, ce qui est beaucoup. La crise est donc économique, elle menace d'éclater en guerre réelle et conduit l'État français à de grands choix économiques, notamment la construction de beaucoup de centrales nucléaires pour se passer du pétrole pour l'électrique. Sauf que le pouvoir et les médias, eux, ils donnent une autre version de l'histoire. Ils laissent croire que, dans leur discours, il y aurait une forme de pénurie de pétrole, que le pétrole serait en train de disparaître. Pour faire économiser de l'énergie, donc du pétrole, le président Giscard d'Estaing invente même le changement d'heure. Voilà, ça marchera pas évidemment, mais ça laissera au moins en tête un slogan. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a le bon vin, on a le bon pain, etc. Aucune idée par contre qui irait amoindrir les profits des trusts pétroliers dont certains sont français, quel hasard. Pour l'économie et pour les travailleurs, cette crise c'est l'apparition du chômage de masse. Et c'est là où il y a lieu des licenciements massifs avec des délocalisations. On ferme donc les frontières à l'immigration de travail. Le pouvoir tente donc de pointer du doigt les étrangers pour la perte du travail des Français, ce qui donne les prémices de la montée du FN 10 ans plus tard. Et les patrons français voient une aubaine dans ce chômage de masse. Ils peuvent donc faire peur à tout le monde avec le spectre du licenciement et donc casser les droits des salariés. L'État français va quant à lui vouloir remettre à flot les entreprises. Le gouvernement entame donc d'immenses vagues de privatisation. Les banques, les télécoms, l'industrie et même Total ou TF1, tout passe du public au privé dans les années suivantes avec comme argument que la concurrence ferait baisser les prix, qu'elle permettrait plus d'emplois et que donc l'État français va pouvoir réduire son déficit. Le gouvernement Jospin du Parti Socialiste entre 1997 et 2002 va d'ailleurs complètement dans cette logique. France Télécom, le Crédit Lyonnais ou leur aérospatial passent au privé. Et c'est aussi ce gouvernement qui commence la privatisation des autoroutes par le sud du pays et qui sera achevée en 2006. Et tout ça alors qu'on a déjà mesuré à ce moment-là les effets des premières privatisations des années 80, c'est-à-dire des secteurs immenses qui essayent de réduire leur masse salariale en France et qui usent de tous les moyens pour mener cette politique avec du management inhumain qui pousse les salariés au suicide. Et à côté de ça, le prix des produits grimpe alors que la promesse de base, c'était la baisse des prix. On rappelle, et même encore aujourd'hui, que les gouvernements justifient les privatisations par la concurrence magique qui ferait baisser les prix parce qu'ils
qu'il faudrait proposer des prix bas aux consommateurs pour avoir un avenir. Résultat, depuis par exemple la privatisation des autoroutes terminée en 2006, Vinci, Eiffage et Albertis, les 3 sociétés privées qui s'en occupent, ont accumulé près de 20 milliards de bénéfices. Hein. Ils continuent encore aujourd'hui d'augmenter les prix comme jamais. Donc ces privatisations devraient être évaluées comme des échecs. C'est ce que c'est, des échecs. Mais toute la classe politique continue malgré tout ces privatisations et cette politique. L'idée des gouvernements, c'est en fait de démanteler tout un tas de secteurs, que ce soit les soins ou même l'éducation publique par exemple. Vous connaissez peut-être l'expression « celui qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage ». Eh bien c'est exactement ce qui va se passer. On va accuser ces secteurs d'être trop dépensiers, d'être trop privilégiés et on les saborde en prétendant rationaliser les dépenses. En réalité, l'idée, c'est là encore de servir l'entreprise et en particulier les grandes entreprises en leur donnant le droit d'être concurrents du service public qui, déjà à l'époque, commence sérieusement à saturer. Et évidemment, dans ce contexte où il y a énormément de chômage, le gouvernement doit faire croire aux gens qu'ils font quelque chose. Le bon exemple, c'est la réduction Fillon, où le pouvoir a décidé de supprimer des cotisations sociales sur les bas salaires pour les employeurs. Autrement dit, on prend de l'argent qui finance la santé, le chômage et les retraites pour donner de l'argent aux patrons qui sous-payent leurs employés. Ça c'est un coup de génie quand même. Hein. Et donc quand on arrive dans les années 2000, en réalité ça fait déjà 2 décennies que ces stratégies politiciennes sont utilisées et elles commencent à être perçues comme ce qu'elles sont, des arnaques. Des illusions créées pour cacher un système d'exploitation qui finira par tout ruiner. Et ça aurait pu rester là dans un flou, dans un brouillard, parce que les syndicats ne fonctionnent plus, parce que les médias indépendants sont marginaux, et donc que les contre-discours peinent à se faire entendre. Sauf que Internet arrive, et ça fait émerger des tas de discours qui contestent et dénoncent ces arnaques. On va voir l'arrivée des premiers médias indépendants en ligne en 2007 et 2008. Dans les années suivantes, ces contre-discours vont se consolider, se professionnaliser, et nous, au Canard, on arrive 20 ans après tout ça, c'est un peu la suite de l'évolution de cette tendance. C'est aussi pour ça que, pour nous, cette période des années 2000, elle est importante à comprendre. Déjà parce que c'est notre enfance ou notre adolescence, très clairement, et surtout parce que tout ce qui se passe maintenant est issu de ce contexte. Face à cette contestation par le discours sur Internet et face à Le Pen au second tour en 2002 et au non au référendum européen de 2005, le grand patronat français va sortir un atout de sa manche qui s'appelle Nicolas Sarkozy. C'est juste après les élections de 2002, justement, que Sarkozy apparaît davantage aux yeux du grand public. Il redevient alors ministre, cette fois pas du budget comme en 93, mais de l'intérieur, ce qui lui a valu sa célébrité et ce pourquoi on se souvient de lui aujourd'hui. À cette époque-là, Sarko, il a déjà un très bon réseau et il vise la présidentielle, le coquin. Donc si on veut bien le comprendre, il faut se rappeler de son parcours. La famille Sarkozy de Nagui-Bosca, déjà, on peut remonter son arbre généalogique sur plusieurs siècles via Wikipédia, la même des armoiries. Et tout ça, c'est le signe d'une famille aristocratique très ancienne quand on est en France, parce qu'en Hongrie, c'est juste une famille de la petite noblesse militaire qui ne possédait pas grand-chose, si ce n'est un titre de noblesse obtenu après avoir défendu le pays contre l'État turc. Et aussi une maison qui allait avec, mais qu'ils ont dû revendre avec la crise de 1929. La famille Sarkozy arrive donc en France en 48 et Nicolas naît en 1955. Et dès son plus jeune âge, le gars enchaîne les échecs. Par exemple, à 11 ans, il entre au collège au très prestigieux lycée Chaptal qu'il quitte pour redoubler sa 6e. Son bac, il l'aura en 73, mais au rattrapage. Quelques années plus tard, il obtiendra un diplôme de droit. Ça lui permet de devenir avocat en 1980, mais aussi d'entrer à Sciences Po et d'en repartir bredouille. C'est très loin d'être un excellent parcours scolaire. En même temps, le gars, il pouvait pas trop réviser puisqu'il était en même temps président du comité de soutien de Chirac pour la présidentielle de 81 qui sera remportée par Mitterrand. Et donc c'est Giscard qui devient président sortant. D'ailleurs, quand on regarde sa vie politique, on se rend bien compte qu'il enchaîne les échecs aussi. Dès 1974, Sarkozy adhère au parti politique gaulliste, en gros le parti de Chirac ou de Pécresse aujourd'hui. Il devient un militant modèle, premier arrivé, dernier parti. Tous les samedis, il assiste aux réunions du secrétaire de section. Le dimanche, il part coller des affiches dans les villes de la banlieue rouge. Le jeune homme apprend vite les gammes du parfait
très militant et se fait bien voir de Robert Grossman qui va le faire monter en le choisissant notamment pour une émission sur France 3 qui va lui permettre de faire sa première télé. Sauf que là, ça va être un peu compliqué parce qu'en 81, Mitterrand est élu et en 88, Mitterrand est réélu. Et en 95, alors que Chirac gagne, Sarkozy est en fait soutien de son concurrent gaulliste à l'époque qui s'appelait Édouard Balladur. Donc pour lui, c'est une autre défaite qui le met en marge de son parti. Il est exclu des gouvernements jusqu'en 2002. C'est la traversée du désert. Ou pas vraiment, parce qu'en réalité, en coulisses, Sarkozy met en place tout le savoir politique, les codes, les mécanismes d'une élection, d'une section d'un parti où les alliés d'hier de campagne victorieuse deviennent des ennemis de demain. Bref, il développe les compétences qui vont l'amener au pouvoir en se mettant dans le combat qui oppose les gaullistes aux centristes. En 1983, il devient à 28 ans, à la surprise générale, le maire de la très riche ville de Neuilly-sur-Seine au moment où l'ancien maire décède. D'ailleurs, cette mairie était promise au départ à Charles Pasqua. Sarkozy a devancé à ce poste celui qu'il considérait alors comme son mentor. C'est lui là, Pasqua, il a été impliqué dans plein d'affaires et la plupart du temps, il a été relaxé comme tous les politiciens. Une véritable inspiration pour Nicolas Sarkozy qui débloque alors la compétence trahison. Mais c'est hors de la politique qu'il crée son réseau grâce à son métier, parce que Nicolas Sarkozy n'est pas un avocat dans n'importe quel domaine, c'est un avocat d'affaires, ce qui lui permet donc de garnir son carnet d'adresses de gros noms. On en a parlé déjà dans la précédente vidéo de Sarkozy et son rapport aux grands patrons et aux médias. En 93, il rentre pleinement dans la scène médiatique en devenant ministre du budget et porte-parole du gouvernement Balladur en mars, puis en déjouant la prise d'otage d'une classe de maternelle en mai. Il gagne donc la compétence se salir les mains. En 95, il utilise celle-ci pour se venger de Chirac, qu'il a évincé du gouvernement. Il fait publier dans Les Échos une fausse correspondance de celui-ci pour le miner. Il augmente ainsi au niveau maximum sa compétence mentir sans une once de dignité. En 96, il épouse Cécilia Attias devant deux témoins qui sont en fait des poids lourds du 440. Martin Bouygues, le grand patron du BTP Bouygues et donc patron de TF1, et de l'autre côté Bernard Arnault, patron de LVMH, du groupe de luxe et donc du Parisien et des Échos. D'ailleurs, c'est même lui en tant que maire de Neuilly, tu vois, qui va marier Johnny et Laetitia Hallyday. Voilà. Comme ça, vous avez l'info. Quelques années plus tard, il devient l'avocat d'un autre poids lourd de l'économie française, Arnaud Lagardère, patron du groupe Lagardère, des éditions Hachette, d'Europe 1, etc. Et d'ailleurs, il y en a d'autres, des patrons en attendant, mais bon, déjà, ça c'est une bonne liste. Dans le même temps, son frère Guillaume Sarkozy devient, de 2000 à 2006, le vice-président du MEDEF, donc du syndicat des grands patrons. Nicolas lui-même devient aussi proche de milliardaires comme Dassault ou la fameuse Bettencourt, une vieille dame très riche qui lui a donné des sommes d'argent considérables. Avec cette proximité, Nicolas Sarkozy entre dans la guilde des serviteurs du 440. Et aussi dans celle des amis du média, qui sont toujours quelque chose de très proche. Et c'est avec cet arbre de compétences que Nicolas Sarkozy arrive au ministère de l'Intérieur en 2002. Un poste qui servira à mettre en place et à expérimenter son style différent de celui des politiciens de l'époque. Sa stratégie d'image publique est d'afficher un discours outrancier, brutal, pour se donner une image d'un homme d'action énergique, comme lorsqu'il avait déclaré qu'il voulait nettoyer les jeunes à la Courneuve au Karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Il montre du doigt des situations de gens en les situant à la marge, des prostituées, des nomades, des jeunes, les désœuvrés, les voyous, précise-t-il, une logique qui culmine avec les émeutes de 2005 où Sarkozy va mentir, exagérer, parler de fermeté à tout bout de champ, ce qui va le conduire à voler suffisamment de voix à Le Pen pour lui interdire un second tour en 2007. Ça et les millions libyens évidemment. Mais tout ça, vous l'avez compris, nous allons vous le détailler dans nos épisodes suivants. On vous parlera du style Sarkozy, de comment ça sert sa politique pro-business, de sa nouvelle image de marque qu'il tente de mettre en place en tant que ministre et de l'importance des émeutes de 2005 là-dedans. Cette vidéo et cette série a été écrite par Emeric avec les recherches de Deb et montée par Pixel. Donc un travail d'équipe indépendant que vous pouvez soutenir grâce au Tipeee que vous allez trouver en description. Plus on sera nombreux à donner au canard tous les mois, plus on va pouvoir se développer et mieux ce sera, mieux on va pouvoir vous faire des trucs de qualité quoi. Sur ce, amis réfractaires, des bisous et à la prochaine.